mettre comment? Bah, on va pas vous voir, mais on va vous entendre, Laurent. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, donc je suis enchanté déjà de votre participation. Vous voyez bien mon écran, Laurent? Non, je vous vois vous non. pour l'instant. Ouais, c'est gentil. C'est bien. Allez, hop, ça s'appelle une belle réussite, mon truc. Ok, et là, c'est mieux? C'est bon. Ok, bon. allez, c'est parti. Donc, je suis enchanté aujourd'hui de vous présenter cet atelier qui est un petit peu particulier parce que on va pouvoir discuter aujourd'hui de la migration vers Dynamics 365 Business Central Online, notamment pour les clients historiques NAV et BC. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir en fait deux participants qui sont Frédéric, qui est aujourd'hui à mes côtés, et nous avons Laurent Jolivet qui représente Bretagne Céramique Industrie, qui va également participer, et ce sera peut-être l'occasion pour vous d'échanger avec eux sur leurs expériences qui sont, on va dire, un peu croisées. En fait, si je reprends un peu la formule de Pablo Picasso, là j'ai été très inspiré en termes de poésie. Hein. Bon, s'il n'existait qu'une seule vérité, on ne pourrait peindre des centaines de tableaux sur un même sujet. Et ben c'est un peu la même chose avec l'immigration. Chaque client a sa vérité. Et globalement, bien évidemment, l'expression du besoin, c'est je passe de NAV ou de BC et je vais vers Business Central online. Et globalement, pour arriver à ce chemin, on a, je dirais, des éléments contextuels et plusieurs manières d'y arriver. Et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui d'illustrer au travers de ces deux exemples. Donc, je vais juste laisser peut-être Frédéric introduire un petit peu la société Amarante dans un premier temps. Ouais. Bonjour. Donc, Frédéric Sauvé, je m'occupe de ce type de projet chez Amarante en tant que directeur administratif et financier à l'origine. Même si j'ai changé un peu de casquette aujourd'hui, j'ai conservé ce pinceau. Et Société Amarante Internationale, c'est une société de services purs. Hein, on vend de la consultance. Donc, on n'a pas de problématiques lourdes de type gestion de stock, trading, enfin, ce genre de choses. On cherche plutôt une solution assez légère, assez light. Et puis voilà. Alors, notre activité, c'est la sécurité principalement. On travaille en sûreté aéroportuaire ou en sécurité physique. Nos spécialisations, ce sont les domaines, ce sont les régions à risque en fait, hein, du globe. Donc, on travaille dans de joyeuses destinations de vacances comme l'Afghanistan, la Libye, l'Irak, voilà, le Burundi, la Centrafrique. On protège notamment un de nos plus gros business, c'est de la protection rapprochée de tous les diplomates de l'Union européenne dans ces pays. Donc, en termes de volume business, on est devenu aujourd'hui le premier prestataire français en la matière, et on commence un petit peu à talonner les grands concurrents qui sont les anglo-saxons dans notre métier. Voilà. Donc c'est une société qui n'est pas très ancienne, hein, on vient de fêter nos 15 ans au mois de septembre. Et puis, moi j'ai participé à la structuration depuis le départ quasiment, puisque j'étais à l'origine l'expert comptable de la société quand elle était encore embryonnaire. Et j'ai été absorbé en 2011 de mémoire pour restructurer un petit peu tout ça. Donc au départ avec des moyens très limités. Et puis en 2017, on a pu sauter le pas avec l'entrée d'un actionnaire un peu costaud à notre capital, hein, le groupe Ceris, que vous connaissez peut-être, qu'on voit dans les activités de gardiennage en France notamment, que vous pouvez croiser dans des magasins Carrefour ou à l'aéroport pour des palpations à Roissy-Charles de Gaulle ou des choses comme ça. Voilà. Nous faisons la même chose, mais plutôt en Afrique ou au Moyen-Orient, voilà, et en Amérique du Sud surtout. Donc, notre activité en termes de business model, finalement, c'est un peu de la société de conseil, c'est de la mise à disposition de consultants, surtout. Nous ne sommes pas encore très grands, même si cette année, on va quand même atteindre quasiment les 50 millions d'euros en termes juste en prestation de services. On a eu des steps de croissance importants par période qui ont fait que, il y a un moment, il a fallu faire un peu une pause de structuration et l'installation de l'ERP a été vraiment majeure là-dedans.
tout simplement parce que, en fait, on cumule toutes les problématiques d'une multinationale avec des moyens de PME. Voilà. Donc, je me réfère beaucoup au périmètre finance, hein, mais la gestion des taux de change, des différentes législations locales, et ainsi de suite. Et donc, on est obligé, avec de petits moyens, finalement, de faire ce qui se fait quasiment dans les grands groupes. Donc, Naves, ça a été en 2017 notre installation donc sur Naves, où on a déjà essayé de faire un... Je ne sais pas si on parle déjà du projet, enfin de... On va y arriver après. Là. Ouais, je pense okay. qu'on va voilà, pour la société, voilà. On va planter le décor société d'abord. Ok. Maintenant, à Laurent de planter peut-être le décor de BCI. Oui, bah là, oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc, changement de décor. Donc là, vous allez dans l'ouest de la France, donc à Languidic. Donc nous sommes une entreprise donc, qui fabrique de la céramique, d'où le nom Bretagne Céramique Industrie. Nous sommes un peu moins de 50 personnes pour 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vraiment un marché de niche, hein. On fabrique des plats à four en céramique, en grès culinaire, des planchas, des cocottes. On va dire qu'on a trois axes, enfin, trois branches. On a la grande surface qui est la marque Esprit de Cuisine, avec qui on travaille toutes les grandes surfaces. On va dire Carrefour, Système U, Auchan, euh, et puis d'autres, sauf Cora. On n'est pas chez Cora, par exemple. On a après la marque en distribution, en marque de distributeur, donc c'est des planches à Weber. On fait la gamme Carrefour Home pour Carrefour, la MDD pour Système U aussi. Et après, donc, la troisième branche, c'est la marque Peugeot, parce qu'à notre capital, en 2018, on a donc la famille Peugeot qui est arrivée au capital en 2018 pour aider l'entreprise à se développer. Et donc, enfin, la famille Peugeot. Ouais, la partie industrie, en fait, qui s'appelle Peugeot Frères Industrie, qui est donc l'actionnaire majoritaire. Et donc, on fabrique les plats et c'est notre société, on va dire notre société sœur Peugeot Saveur qui fabrique les moulins à sel et les moulins à poivre, qui distribue nos produits dans la France et dans le monde entier. Voilà, pour planter le décor, comme vous dites. Donc, peut-être maintenant le projet Amarante, peut-être Frédéric, pour planter un peu le décor du projet. Oui, alors... Bon, comme j'ai commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, on avait au départ des systèmes comptables, en tout cas très hétérogènes, avec parfois simplement des experts comptables externes dans certains pays, parfois avec des filiales un peu plus armées et des logiciels en interne. Et puis au siège, on avait un logiciel relativement basique qui ne nous permettait pas de faire... en tout cas de la standardisation et du reporting complet en fait en temps réel. Donc nous, c'était notre principal problème. Ce que nous avons fait en 2017, donc avec l'installation de Naves, c'est que on a tout de suite cherché une solution, enfin un paramétrage plutôt de la solution très très proche des standards. On va y revenir, mais ce qui a facilité grandement quand même notre passage à Business Central ensuite. Donc, on a voulu aucun développement spécifique. On en a eu quand même, sans le savoir. On en reparlera. Et puis, on s'est plutôt attaché à utiliser des fonctions natives du système qu'on a parfois un petit peu détournées, qu'on a un peu paramétrées à notre en fonction de nos besoins, pour obtenir finalement une implantation de toutes nos filiales, y compris à l'étranger, à qui on a imposé, enfin on a fait un petit peu les Anglais pour le coup sur ce coup-là, on leur a imposé le système français partout, le plan comptable français, la saisie française, et comme en charge à eux et aux experts comptables locaux de retranscrire en droit local pour les respects de la loi, de la fiscalité locale, évidemment, ce genre de choses. Donc, mais à la base, les saisies initiales sont parfois même réalisées par des experts comptables étrangers, hein, même pas quand on n'a pas de comptable en filiale. Parce que vous imaginez qu'on a des filiales à peu près, je ne vous l'ai pas dit, mais dans une trentaine de pays dans le monde.
avec des notions très différentes, que ce soit en Afrique, il y a l'Afrique francophone, mais il y a aussi l'Afrique anglophone ou lusophone, qui n'ont pas les mêmes comment dire, usages. Et puis il y a l'Amérique latine, dans laquelle on travaille beaucoup, le Moyen-Orient aussi. Donc, on a imposé notre méthode, finalement. C'est plutôt pas mal passé. On a essayé de simplifier les choses au maximum, puisque pour les gens peut-être de la sphère finance ici, le plan comptable français est quand même un peu complexe, détaillé. Et puis voilà, on a surtout eu besoin de faire pas mal de formations avec les gens, mais on a trouvé quand même une solution qui fonctionnait assez bien, assez light. Et le passage vers Business Central, pour nous, ça a été surtout d'investir, enfin, avant de développer plus notre système, de passer tout de suite sur des technologies actuelles. Voilà. Et donc de développer dans le nouvel environnement, dans ce qui va être évolutif dans les 10-20 années à venir, plutôt que sur une technologie où on était en NAV on-prem, NAV 2017 on-prem, alors avec quand même un hébergement des données sur Azure. On n'avait pas les données en local, on n'a pas de serveurs locaux. Donc on était déjà un petit peu hybride, si vous voulez, en termes de technologie. Maintenant, on avait des problèmes dans certains pays d'Afrique, notamment de latence, parce qu'ils n'ont parfois pas des connexions formidables. Ça a été en partie résolu par Business Central Full SaaS. Et puis maintenant, on sait qu'on peut capitaliser sur le système qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc c'était notre motivation, voilà, et dans laquelle Étienne et ses équipes nous ont accompagnés. Voilà. Oui, une question ? La partie budget, finalement, c'est une bonne question. Pour nous, elle a été finalement indolore, parce que nous avons en fait avancé un petit peu. On avait ce projet-là peut-être à l'horizon de 2 ans, et on l'a fait finalement plus tôt que prévu pour profiter des promotions, je peux dire ça comme ça, de Microsoft, le CSPEP, qui nous a finalement... En fait, sur 3 ans, on paye des licences à prix très réduit. Et en plus, on a des licences gratuites, 3 fois le nombre de licences dont on avait besoin à l'origine. Bientôt, Frédéric est vendeur chez nous. Pardon ? Bientôt, tu feras la vente chez nous, en fait. Ah oui, d'accord. L'intérêt étant que pour faire simple, je vais vous dire, notre budget, il n'est pas très, très important. Nous, on a eu un coût de migration qui était à l'origine estimé à 35 000 €, si je ne dis pas de bêtises, Étienne, et puis qui s'est un petit peu alourdi. On termine à peu près à 50 000 €. Le CSPEP nous paye complètement ça, au périmètre déjà de ce qu'on payait avant. On avait un hébergement Azure qui coûtait franchement très très cher. On payait déjà 14 000 € rien que pour l'hébergement Azure dans de nos données sur les serveurs Azure partagés. Hein, on n'avait pas de truc dédié. On a eu aussi le fait qu'il y a un des contrats qu'on a arrêté, je ne sais plus lequel, c'est pas la maintenance, mais les mises à jour. Parce que les mises à jour maintenant sont intégrées dans le prix des licences Business Central. Ce qui fait qu'on payait, je vous donne une grande fourchette, mais on payait à peu près 25 000 € par an entre l'hébergement, la mise à jour et le support. Voilà. Et aujourd'hui, pendant 3 ans en tout cas, ça doit nous coûter à peine plus de 15 000 €. Donc on économise déjà 10 000 € par an pendant 3 ans, ce qui fait qu'au périmètre du projet initial, ça nous payait quasiment la migration. Donc l'autre avantage, c'est qu'on a des équipes, vu qu'on a une société en croissance, on a des équipes qui croissent également. Donc pour l'instant, on peut pendant 3 ans donner des licences offertes à nos utilisateurs. Donc il y a une économie. Là, évidemment, on aurait payé bien plus cher sinon. Parce qu'on aurait dû acquérir des licences. Voilà. Ouais. Bon, Frédéric a illustré effectivement les motivations et un peu le contexte budgétaire. Bon, en contrepartie de ça, il y avait quand même un certain nombre de risques, même s'ils n'étaient pas extrêmement élevés. Mais globalement, on a, comme tu l'as évoqué, on avait un add-on tiers
qui n'étaient pas très identifiés, dont le périmètre était un petit peu délicat à définir. Donc ça fait partie effectivement des enjeux du projet et sur lesquels il y a eu un travail au départ de diagnostic pour comprendre effectivement est-ce que la société amarante était capable de fonctionner dans le standard. Et donc on a déterminé qu'effectivement, moyennant, je dirais, l'intégration de add-on, cette fois Isatec, on pouvait couvrir cette fonctionnalité. Et donc essentiellement, en fait, les fonctionnalités, je dirais, qui exigent ce qu'on appellera des add-ons complémentaires, ce sont notamment celles de synchronisation de données, de master data, dans la mesure où il y a 32 sociétés, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. On aligne tous les plans comptables, on aligne tous les fichiers clients, fournisseurs et l'analytique. Et donc, effectivement, il y a ce sujet de synchronisation de référentiels. Et puis, il y a également effectivement ce qu'on appelle Finance by Isatec, qui est un outil qui permet de rajouter du fonctionnel d'usage, on va dire d'usage sur la couche Microsoft, qui, elle, contient un fonctionnel réglementaire. Un des sujets en termes de risque, comme toujours sur un projet, c'est la disponibilité des équipes. On y reviendra peut-être un peu dans la partie rétex. Effectivement, on a cadencé le projet en fonction de la disponibilité des équipes. Et également, effectivement, le fait de changer d'intégrateur, hein, parce que là, pour le coup, on a en cours de route repris ce dossier. Hein, donc, clairement, il y avait un risque pour la société amarante, dans la mesure où on ne nous connaissait pas, et nous ne connaissions pas de notre côté forcément tous les détails du projet initial. Donc, clairement, il y avait aussi un petit risque à ce niveau-là. Peut-être un point, Laurent, sur Bretagne Céramique Industrie. Oui, tout à fait. Donc nous, on est client, on va dire client NAV historique, je pense, on peut dire ça. Dans les premiers en France. Excusez-moi, c'est la tempête ici, donc il y a de la grêle, donc je vais attendre un peu. On n'entend rien. Non, vous n'entendez pas, donc c'est bon. Ouais, donc on était sur NAV 2.6 au tout début, donc ça devait être je ne sais pas en quelle année, 2002 peut-être. Ensuite, on est passé en 2011-2012 en NAV 2009, donc en hébergé, avec serveur et tout. Et on n'était pas, en fait, on n'avait pas de contrat de mise à jour. Donc, arrivé en 2020, on est arrivé après sur une version qui était presque plus supportée et donc qui allait être quasiment obsolète. Et le passage à Business Central a été assez logique dans le cheminement. Et de par ses avantages, ne pas avoir non plus de serveur physique. On a eu des contraintes par rapport à notre référentiel article, stock, tout ça à voir. Mais voilà, on a intégré au projet et puis on avait budgétisé sur l'année suivante, donc sur l'année 2021. Cette partie-là. Donc voilà, c'est un peu différent de mon prédécesseur, mais voilà. Alors le périmètre fonctionnel est nettement plus complet, hein, puisque là on parle d'un périmètre intégrant également toute la partie achat, vente, stock et production. Oui, il y avait également, alors là pour le coup, on va dire un add-on historique Isatec qui était historique. qui était historique. Et donc là, il a fallu recomposer, entre guillemets, le périmètre fonctionnel en fonction à la fois du besoin qui devait être transcrit dans la nouvelle version et en continuité avec la précédente. Et je pense par exemple à des sujets de tarification complexe avec la tarification avancée. Et puis des sujets d'extension de périmètre ou on va dire d'amélioration du périmètre, notamment à partir de connexions ODI avec les clients. Et là, on a fait appel à des add-ons externes, hein, c'est-à-dire que dans la problématique de Business Central, on a la possibilité, via ce qu'on appelle l'AppSource, de pouvoir utiliser des composants tiers qui sont publiés sur l'AppSource, et donc moyennant bien évidemment souscription à l'égard de ces éditeurs tiers, on peut utiliser ce fonctionnel et enrichir le fonctionnel de Business Central
avec ces add-ons, moyennant derrière un travail aussi d'intégration et de paramétrage par l'intégrateur, en l'occurrence Isatec. Et donc là, pour cette partie-là, on a fait appel à une société qui s'appelle Enveo, qui est une société allemande, qui nous a fourni une couche EDI. Et puis, sur la partie planification de production, un add-on de planification de production qui s'appelle VPS, Visual Production Scheduler, qui est également, d'ailleurs, livré par une société allemande qui s'appelle Netronic. Au titre des motivations, effectivement, bon, on a fait une version qui était plus supportée depuis quelques temps déjà, Laurent. C'est ça. Oui, tout à fait. On n'avait pas de contrat de mise à jour, c'est vrai. Ouais. Et donc, aussi, on voulait aussi se rapprocher on voulait aussi se rapprocher, vu que la version était quand même quasiment, ça faisait 10 ans qu'on l'avait, le standard avait aussi sûrement changé, et puis on avait quand même pas mal de développements spécifiques à BCI. Donc et forcément certains étaient intégrés maintenant à la version Business Central. On en a quand même redéveloppé un petit peu dans le cadre de la migration, qui était spécifique à notre activité. Mais voilà, et aussi le fait d'avoir une version en ligne tout le temps à jour et ne plus avoir de serveur physique, c'était aussi important sur site. Et donc, au titre des risques, qui dit petite ville en Bretagne dit petite bande passante. C'est ça, oui, c'est ça. Petite bande passante. Ouais, il fallait avoir la fibre à tout prix pour avant d'implanter, avant de faire la migration. Donc, ça avait été fait quelques mois avant. Voilà, donc ça c'était effectivement, ça a été un prérequis sur le projet, c'est-à-dire l'upgrade de la connexion Internet sur le site. Après, il y avait un petit risque sur la perte de l'historique de données. Alors, on verra tout à l'heure qu'effectivement, comme on n'a pas choisi la même stratégie entre Amarante et BCI, BCI, globalement, son historique de données va être maintenu, entre guillemets, dans l'ancienne base de données. Et globalement, il y a le serveur, l'ex-serveur on-prem, on va dire, on peut toujours l'allumer pour avoir un accès à ces données. Bien évidemment, il y a un sujet de disponibilité des équipes. Et là, plus particulièrement, du fait d'un processus décisionnel just in time, on va dire ça comme ça. Comme souvent, mais oui, c'est ça. Comme souvent, bah oui. Ouais. Mais après, on évoquera le projet Amarante, on verra que des fois on a du confort sur le temps, mais c'est pas pour ça qu'on atteint les dates. Là, pour le coup, on avait moins de confort sur le temps et décision en septembre et démarrage au 1er janvier. C'était entre guillemets à prendre et à laisser en termes d'organisation. Oui, c'est ça. Maintenant, pour expliquer un peu les deux schémas, j'ai fait ce petit tableau comparatif pour expliquer les deux trajectoires suivies par ces deux clients. Globalement, on part d'une version on-prem et on veut aller vers une version online. Donc, dans un premier temps, il y a ce qu'on appellera une phase de diagnostic. Donc, globalement, l'intégrateur, qu'est-ce qu'il fait? Et Isatec, en l'occurrence, on fait, je dirais, un diagnostic de l'existant, de l'usage effectif des fonctionnalités. Alors, il arrive aussi qu'on mette ce qu'on appelle, nous, des traceurs, pour savoir exactement quels sont les rapports, par exemple, ou les objets qui sont utilisés, de manière à comprendre un peu comment le client fait un usage de sa solution. Et là, pour le coup, on a fait ce diagnostic sur les deux clients. Et donc, ça nous permet de valider une trajectoire de migration. Et en l'occurrence, la différence entre BCI et Amarante, c'est que Amarante, on a fait véritablement ce qu'on vient d'appeler une migration, c'est-à-dire qu'on a pris la base de données telle qu'elle était sur NAV 2007 et on l'a positionnée sur Business Central. Merci Frédéric. Donc les données et tout l'historique de données dont disposait Amarante, on l'a récupéré. À la différence de BCI, où là, on a pris le parti d'en profiter, entre guillemets, pour réviser les référentiels, nettoyer les historiques. Et globalement, là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on viendra appeler une réimplémentation avec ce petit delta, ou
cette delta ou la façon dont on a procédé, au lieu de migrer les données et de les continuer, on a extrait les données de l'ancien système, notamment les référentiels, on les a nettoyés et on les a réintégrés, de manière à bénéficier de données propres. Donc globalement, effectivement, si on prend la trajectoire amarante, on fait ce qu'on appellera un export de la base une copie de la base de données. Typiquement sur SQL Server, on fait un backup. Alors que dans un cas de recomposition, on va extraire les référentiels pour pouvoir les traiter. Et ensuite, bien évidemment, il y a une phase commune de provisionnement des environnements sur le online, qui consiste à créer les environnements qui permettent derrière de faire les opérations. Et il va y avoir, entre guillemets, là un processus distinctif, c'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle des sandbox ou des bacs à sable, des environnements sandbox ou bacs à sable. Et dans le cadre d'une migration, globalement, on va migrer les données avec ce qu'on appelle des scripts de migration, qui vont permettre effectivement de passer les données du modèle de données historique de NAV 2017 vers le modèle de données de Business Central. Alors que, effectivement, dans un contexte de réimplémentation, on extrait les données, par exemple, on les retraite et on les nettoie sous Excel, et puis on les réintègre une fois nettoyés pour compléter le paramétrage dans la sandbox avec les éléments complémentaires. Donc, sur ces phases-là de création de sandbox, il y a donc une phase de migration de données, de tests de performance, bien évidemment, surtout ça c'est vraiment important dans le cadre d'une reprise d'historique, parce qu'on peut avoir des fois des volumes importants de données. Ce n'est pas le cas d'Amarante, mais on a fait des migrations sur des sociétés qui avaient 15 ans d'historique, donc qui avaient plusieurs gigaoctets de données et donc des millions d'enregistrements de manière à être... et donc derrière, il a fallu vérifier effectivement que tout cela fonctionnait conformément à leurs attentes. On réimplémente également la sécurité. C'est pas parce que le modèle de données les données ont été passées, derrière il faut quand même réimplémenter le modèle de données parce que le modèle de sécurité, puisque les sécurités ont été modifiés, les rôles ont été modifiés, et puis on fait ce qu'on appelle des tests d'acceptation fonctionnelle. Donc là, il y a une validation avec le client que d'abord les résultats comptables sont identiques avant et après migration, et puis on a également cet aspect validation que les utilisateurs au quotidien retrouvent leurs petits, savent travailler avec, et éventuellement une validation de DevSP. Dans le cadre d'une réimplémentation, on va avoir, dans ce cas-là, une configuration de société. Pour ainsi dire, c'est comme si on repartait d'une page blanche. Modulo le fait que le client a quand même bénéficié de son historique, de son implémentation en termes de compréhension des fonctionnalités et aussi de certains éléments du modèle de données. On reprend bien évidemment les données, reteste également, il y a aussi une phase de test de performance, d'implémentation de sécurité, également de tests d'acceptation fonctionnelle et de validation des DSP. Dans un cadre, il y a une action importante dans le cadre d'une migration, notamment particulièrement dans le cadre d'une migration de données, c'est que globalement, en mode online, l'espace coûte de l'argent. Et si on veut s'assurer que globalement on n'a pas de surconsommation de l'espace de stockage, on se doit de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de rétention. Stratégie de rétention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va élaguer un certain nombre de données. Je parle par exemple des journaux de log, des journaux de connexion, des journaux de DI, tout ce qui est traitement qui va faire de la journalisation. On va avoir la capacité, via des procédures ad hoc, d'éliminer ces données de manière régulière. Ça ne sert à rien d'avoir des journalisations sur 15 ans. Si on peut les éliminer automatiquement au bout de 6 mois, c'est très bien. Donc ça, c'est un travail quand même à mener, de mise en place de stratégies de rétention. Et bien évidemment, derrière, on va réimplémenter les add-ons ISV. Alors, les add-ons ISV, autrement dit, c'est les add-ons dont je parlais tout à l'heure, Finance Berizatech, tarification avancée, etc., qui vont être réimplémentés. Derrière, et ça, c'est un peu particulier à la phase de migration,
une fois qu'on a fait ce premier travail de migration initiale, de test, etc., il est souhaitable de refaire une deuxième migration test. Pourquoi? Parce qu'on va avoir défini une date de migration et globalement, on veut être certain, entre guillemets, du temps d'interruption du système. Et que globalement, toute la procédure, elle est calée. Okay, donc la première fois, on a fait la migration, on a fait un certain nombre de travaux, mais ces travaux, ils sont un peu étalés dans le temps. Et globalement, eh ben, il convient quand même d'être certain que, je ne me souviens plus, mais je crois qu'on a fait la migration un vendredi après-midi ou quelque chose comme ça, pour remise en place le lundi. Oui, c'est ça, c'était sur un week-end. Ouais. Voilà. On avait arrêté le midi le vendredi, et puis le lundi matin, c'était fonctionnel. Voilà. Donc, globalement, on a refait l'exercice à blanc pour s'assurer que toutes les étapes, elles étaient bien scriptées et qu'on était capable de refaire ce travail. Et une fois qu'on a bien validé ça, on a récupéré, entre guillemets, un backup de la base de données. Donc, on a demandé effectivement à la société Amarante de couper sa production le vendredi après-midi. On a fait un backup, on a récupéré ce backup et on a fait tourner nos scripts de migration qui ont permis d'avoir une mise en production le lundi. La différence, effectivement, avec, par exemple, une réimplémentation, et ben dans le cadre de la réimplémentation, les paramétrages de la sandbox là sont dupliqués, c'est-à-dire qu'on va, alors il y a plusieurs moyens de le faire, mais globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va prendre les paramétrages que l'on a définis et validés dans la sandbox et les dupliquer sur la production. Et à partir de ce moment-là, on va être capable de partir en production. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces deux process. Oui. Alors, il y a juste eu des tests d'intégration sur les banques, des choses comme ça. Effectivement, il y a eu quelques tests d'intégration sur les banques, me semble-t-il. Oui, sur les banques, on avait quelques systèmes internes, j'allais dire un peu homemade aussi, notamment pour faire remonter la base analytique et ce genre de choses. Mais c'est light, très light. Ouais. Et côté BCI, il y avait la partie EDI, mais bon, la partie EDI, on va être très honnête avec vous, elle est encore en cours de finalisation, donc elle n'était pas. On l'avait décalée. Voilà, ouais, elle a été décalée, donc c'est encore un travail en cours de terminaison. Donc, si on fait un petit rétexte, Frédéric, des surprises, des améliorations. Alors. Des surprises, on a parlé tout à l'heure du budget, on a eu un petit dépassement de budget qui est lié effectivement à quelques surprises. Il faut savoir que nous, quand on a mis en place NAV, donc NAV 2017 en 2017, on était tout neuf, on n'y connaissait rien. Donc on a été plutôt pas mal conseillé. Déjà, on a été plutôt bien inspiré de rester sur les standards de la solution. Maintenant, il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas bien, c'est-à-dire notamment les surcouches qui étaient proposées par notre éditeur. Donc, des choses dont on pensait, nous, qu'on était full standard, finalement, on ne l'était pas. Donc, ça a été un des problèmes qu'a pu avoir Étienne, puisque c'est lui qui a mené l'étude avec nous en avant-vente, d'identification justement des spécifiques, où on partait sur, nous dans notre tête en tout cas, sur du zéro spécifique, simplement un peu d'adaptation des paramétrages, alors que finalement il y en avait quand même qui étaient dans la surcouche de notre précédent éditeur et qu'il a fallu que Étienne et ses équipes déterminent, qu'ils retrouvent le code, qu'ils voient ce qu'ils faisaient, ce qui se passait, ce qu'on faisait avant, ce qu'on peut conserver ou pas. Donc, ça a été principalement solutionné par des adaptations et la mise à disposition, enfin la vente, pas la mise à disposition, des surcouches d'Isatec, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le Data Exchange Hub notamment qui nous sert. Nous, on a énormément de sujets de consolidation, d'interco, d'élimination, de choses comme ça, qui doivent être faits en temps réel, puisqu'on fait un reporting mensuel en temps réel. Donc, ça a été solutionné de cette manière-là. Il y avait d'autres choses comme, puisque NAV, en tant que logiciel américain, ne fonctionne pas tout à fait comme nous en comptabilité française,
Je pense au lettrage des comptes, ce genre de choses, où là, ça passe effectivement aussi par des surcouches. On avait la même avec notre précédent éditeur, et c'est dans le data... non, c'est dans le truc finance, là. Comment ça s'appelle? Il y a Data Exchange Job et puis l'autre que... Finance by Aztec. Enfin, voilà. Voilà. Bon, Oui, il y a quelques solutions comme ça qu'on a pu couvrir à peu près à périmètre ISO, mais ça a demandé effectivement plus de temps, plus d'études. Voilà à peu près. En tout cas sur le surcoût. Après, effectivement, Étienne a beaucoup parlé de la disponibilité des équipes. C'est valable chez l'intégrateur comme chez nous. C'est pas parce qu'on a une migration que globalement on a moins besoin des équipes. Ça, c'est surtout le message qu'il faut passer. Certes, effectivement, on s'évite tout un travail de reprise de données, ça c'est clair. Maintenant, les travails de test, et puis là, a fortiori, parce qu'on change. Alors, très honnêtement, on n'aurait pas changé d'intégrateur, ça aurait probablement été exactement le même sujet. C'est-à-dire que globalement, comme le passage du on-prem au online, ça veut dire changement de techno, ça veut dire que probablement, pour avoir les mêmes fonctionnalités ou développer les mêmes fonctionnalités, il faut avoir redéveloppé ce qu'on appelle l'IP, donc la propriété intellectuelle. Donc, qui dit redéveloppement, dit retest. Et globalement, je sais pas, si on parle de lettrage, par exemple, il y a des fonctionnalités de lettrage avancées. Quand elles sont passées, la façon dont on les développait, je dirais, dans les versions on-prem et dans les versions online, ce n'est pas exactement la même manière. Et donc, dans ce cas-là, il faut retester ces fonctionnalités, par exemple. Ensuite, je dirais que je crois qu'une des surprises, ou en tout cas une surprise aussi dans le cadre d'Amarante, c'est l'aspect mise à jour aujourd'hui, qui aujourd'hui implique aussi des utilisateurs avertis. Le fait d'avoir des nouveautés fonctionnelles qui viennent régulièrement nécessite, et puis il y a probablement aussi peut-être un travail d'amélioration, on va dire, très honnêtement. Ouais, alors là-dessus, ça rejoint un peu le sujet de disponibilité des équipes, c'est-à-dire disponibilité des équipes en temps, en heure, mais aussi en savoir. C'est-à-dire que la première implémentation, bon, pour faire simple, je l'avais fait tout seul, donc il n'y avait que moi qui avais l'historique et qui connaissait bien le paramétrage. Là, j'ai impliqué beaucoup plus mes équipes, ce qui fait que, par contre, alors avec 7 ans ou 5 ans de retard, moi, j'avais plus forcément tout en tête non plus. Et donc, il a fallu qu'on identifie bien, effectivement, ce qu'on avait. Alors, que ça soit du spécifique ou des interactions avec les add-ons d'Isatec ou du prédécesseur, mais aussi nos paramétrages, sans parler de développement, nos paramétrages spécifiques qui pouvaient être altérés par les mises à jour. Avant, on n'avait pas ça dans la partie nav, parce que c'était rare d'avoir des releases importantes comme ça, alors que là, maintenant, ça vient souvent. Alors, comme en plus, je ne suis plus utilisateur de la solution, contrairement à avant, j'ai dû impliquer mes équipes au premier degré, quoi. Et elles ont dû s'approprier les choses, et ça a mis un petit moment. Et effectivement, aussi bien dans la phase d'analyse de départ, il y a des écueils qu'on n'a pas vus, finalement, et puis aussi bien également dans la phase de test final et de recettes. Et puis finalement, troisième lame, j'allais dire, à la première release, on a vu ce qui n'était pas testé par mes équipes et qui aurait dû tester. Alors maintenant, c'est bon, ils ont leur liste, ils savent c'est quoi nos points d'attention. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des équipes formées et disponibles, très clairement. On va terminer juste une dernière slide. Donc, juste pour préciser, effectivement, bon, le planning était de 5 à 6 mois. Alors, pour être très clair, on a eu un petit problème au démarrage, on va dire ça comme ça, le temps qu'on se cale. Et donc, certes, le planning effectif a duré 5 à 6 mois, mais dans la pratique, je pense qu'entre la signature et le résultat, on a eu une bonne dizaine de mois pour finaliser cela. Et on en a eu pour 50 jours de travail, comme tu le disais tout à l'heure. Maintenant, côté Bretagne Céramique Industrie, peut-être, Laurent ? Oui. Donc nous, au niveau retour d'expérience, à part la surprise, on n'en a pas eu énormément. Vraiment la grosse chose, c'était quand même la reprise de données, l'épurage des données, ça a été un gros travail.
Je dis ça parce que je m'y suis collé, donc forcément, avec un collègue. Et après, non, voilà, la mise à jour des PC de production qui n'étaient pas en Windows 10. Donc ça, voilà, c'était le. Mais bon, c'était pas forcément un gros montant, mais c'était quand même ça à rajouter. Ensuite, l'amélioration, l'interface est quand même, elle est quand même agréable en fait Elle est au super quotidien. sympa. Ouais, elle est quand même agréable au quotidien. Personne n'a refusé le changement, même si en production, ah oui, mais il y avait des petites modifications par rapport à leur page habituelle. Donc forcément, voilà, on va dire qu'en quelques jours, quelques semaines, c'était bon. Il n'y a pas eu de. Sachant qu'en production, c'est essentiellement de la saisie. C'est plutôt voilà, les personnes des bureaux, l'encadrement qui font tout ce qui est analyse, reporting. Voilà. Après, pour l'instant, nous. On a un gros chantier à venir, ça va être de réussir à mettre en place de la planification dans Business Central en automatique. Parce que moi, j'ai un MS Project à côté pour faire le planning, qui n'est pas lié à Business Central. Et donc, les OF se font un peu à la mano, en fonction des commandes. Donc, l'outil de planification permettrait on va dire, d'anticiper et d'avoir on va dire le système qui propose en fait des choses. Ça, voilà, ça sera une grosse évolution. Et après, l'EDI qui a été décalé parce que en 3 mois, c'était pas possible, ça faisait trop. Donc on l'a décalé et on va le mettre en place sur le premier semestre là 2023. Ok. Voilà. Et donc là, effectivement, là, 4 mois, on n'a pas eu de retard au démarrage et 80 jours de boulot. Non. Exactement. Voilà. Maintenant, je vous laisse poser vos questions éventuellement. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure là-bas. Alors, quelles sont les motivations de la... Alors, je pense que si j'avais dit à Frédéric, tu repars d'une page blanche, je pense qu'on ne faisait pas le dossier. Non, concrètement, nous, on avait une solution jeune. Donc, 5 ans, en AV 2017, sans reparamétrage. Donc, et on est dans la même technologie. On est l'évolution de NAV vers Business Central. C'est juste la nouvelle version de NAV, on n'avait pas besoin. Autant comme en 2017, je suis parti de 12 systèmes différents et j'ai dû faire une implémentation complète. Mais non, là, le but pour moi, c'était juste un upgrade. Voilà. C'est comme ça que je l'aurais vendu, en tout cas. Après, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement, entre guillemets, la pertinence de l'historique de données. Globalement, si vous avez, sans être mal poli, mais VCI avait un historique extrêmement ancien, même pour des données qui remontaient au début des années 2000. Donc forcément, il y avait beaucoup de choses à nettoyer, probablement des fournisseurs qui n'étaient plus utilisés depuis des années, des clients qui n'étaient plus utilisés depuis des années. Deuxième élément, un élément aussi très pratique. VCI a un serveur on-prem. Là, c'était un serveur hébergé. Ça veut dire que si, entre guillemets, on ne migrait pas les données, pour le laisser côté... pour laisser l'accès à cet historique de données, il fallait aussi laisser l'hébergement sur l'ancien système. Alors certes, peut-être dans un environnement que je qualifierais de dégradé, mais globalement, il y avait un coût par rapport à cet hébergement qu'il fallait maintenir. Okay. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs, clairement. Et puis après, il peut aussi y avoir aussi un changement. Alors c'est pas là, pour le coup, je pense que ni sur BCI ni sur Amarante, c'est le cas, mais un moteur, ça peut être aussi un changement du business model. Une société qui est passée d'un processus purement négoce, par exemple, à un processus souscription, ou plutôt de vente par abonnement. Alors, on va dire que peut-être que au jour le jour, on a fait des colmatages pour lui mettre son avision qui fonctionnait pour faire des abonnements, mais bon, ce serait peut-être mieux, maintenant qu'on acte, qu'on change, de repenser le système de facturation des abonnements, par exemple. D'autres questions? Non. Bon. On a été très clair, je crois. Ouais, remarquablement clair. Merci Frédéric, merci Laurent en tout cas. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.